Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre l'audition de Jean-Yves Le Drian. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères s'est exprimé hier devant les sénateurs de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, présidée par le sénateur Les Républicains Christian Cambon. Il a été interrogé hier à propos du budget 2018. Alors le budget de son ministère reste globalement stable, même s'il devrait être en recul en 2019 et 2020. Notez que Jean-Yves Le Drian a obtenu une rallonge pour 2018 de 80 millions d'euros environ pour l'aide au développement. C'est un sujet d'ailleurs qu'il a précisé, parlant notamment du budget de l'Agence française de développement qui sera de 480 millions d'euros. Notez également parmi les autres priorités développées par Jean-Yves Le Drian, la question tout d'abord de l'Europe, l'Europe qui est au cœur du mandat présidentiel, même si l'essentiel du budget n'est pas supporté par le ministère de Jean-Yves Le Drian. Autre sujet très important par lequel il a d'ailleurs commencé, la question de la sécurité collective des Français. Sécurité des Français en France, mais aussi à l'étranger. Tout de suite donc, voyez l'audition de Jean-Yves Le Drian. Monsieur le ministre, aujourd'hui nous consacrons l'heure et demie que vous nous donnez dans votre précieux temps à vous entendre sur votre budget, le budget de votre ministère. Budget qui est en hausse de 2%, mais sous ces 2% se cachent des réalités un peu contrastées. Baisse des crédits de la masse salariale d'environ 36 millions d'euros, ce qui est le signe de l'impact du schéma d'emploi qui se met en place, et aussi la poursuite d'un certain nombre de transferts vers Expertise France et vers l'AFD. Mais aussi, il faut en convenir, une hausse stricto sensu de près de 105 millions d'euros, 104,8 millions, sur un budget qui s'élève à 4,7 milliards. Donc la marge de manœuvre est évidemment assez faible, et vous nous direz quel est votre sentiment par rapport à ces augmentations de crédits et à ces contraintes. Bien évidemment, comme chaque année, les mêmes logiques sont à nouveau à l'œuvre cette année. D'une part, bien sûr, le poids des contributions obligatoires à un certain nombre d'organismes internationaux, le renchérissement du coût de la vie dans les pays émergents, la rétraction du schéma d'emploi et des moyens de fonctionnement du ministère. Tout ceci pèse évidemment sur le Quai d'Orsay. Vous savez par ailleurs que nous avons souvent critiqué au sein de cette commission la politique de ventes immobilières qui était destinée à assurer l'entretien du réseau et qui a parfois plus souvent tendu à renflouer le budget général. Alors, vous nous direz si cette politique est maintenant close, si elle est terminée, s'il y a encore des choses à vendre, si tout est vendu. Et le Sénat, oui. Le Sénat ne fait pas partie du quai, pas encore. Mais... parallèlement, nous aimerions aussi avoir quelques indications de votre part concernant la reconfiguration du réseau diplomatique. On avait parlé de ces 3 niveaux d'ambassade. Et puis, bien sûr, l'accent qui est mis à travers le budget sur la sécurité. Ça, c'est une politique, bien évidemment, que nous approuvons, puisque nombre de nos diplomates travaillent dans des postes particulièrement exposés. Alors, vous faites face, bien sûr, à une équation budgétaire bien complexe que les rapporteurs, dans un instant, auront l'occasion de commenter avec les questions qu'ils vous poseront. Et puis, puisque c'est la première fois qu'on vous entend sur ce sujet, ça nous intéresserait d'avoir votre orientation politique, c'est-à-dire derrière toutes ces indications budgétaires, quelle est la politique des affaires étrangères que conduit le ministre et son secrétaire d'État. Je vous rappelle à tous que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo, donc la parole y est libre. Et elle sera diffusée en différé sur le site du Sénat, selon une habitude que vous connaissez bien, Monsieur le Ministre, une quinzaine de minutes pour vous permettre de nous donner quelques détails sur tous ces éléments, puis nos rapporteurs et les questions que les autres membres de la Commission voudront bien vous poser. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je suis venu la semaine dernière vous parler des crises. Je serai plus technique aujourd'hui pour vous parler du budget que je vous présente et d'en évoquer les priorités.
Et a priori, je n'ai pas prévu de venir la semaine prochaine. Mais, sauf si un élément particulier... J'ai prévu d'être un petit peu plus long qu'un quart d'heure, je vous demande excuse, mais je serai présent pendant 1h30 avec le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne. Je vais d'abord vous présenter ce budget selon les priorités que j'ai la charge de mettre en œuvre, en vous précisant à chaque fois les crédits associés, et puis je ferai après une description rapide du budget en tant que tel, que les rapporteurs connaissent, mais que peut-être les autres parlementaires présents, les autres sénateurs et sénatrices présentes ne connaissent pas. Sur les priorités. D'abord, la première des priorités, c'est la sécurité et la protection des Français en France et à travers le monde. C'est ma première priorité en ce qui concerne le budget. Et cela implique évidemment notre engagement face aux crises internationales qui affectent nos intérêts, à commencer par la menace terroriste qui pèse sur l'Europe et sur la France. Et dans ce domaine de sécurité et de protection, notre action se décline en 3 volets. D'abord, assurer la sécurité des communautés françaises à l'étranger. Ensuite, sécuriser les emprises de l'État à travers le monde. Et enfin, participer à la sécurité collective. En ce qui concerne la protection des communautés françaises à l'étranger, c'est une responsabilité essentielle de mon ministère. Le Centre de crise et de soutien, le CDCS, est le chef de file en matière d'anticipation et de réaction face aux crises, et notamment face aux crises consulaires. Depuis le mois de mai dernier, avec l'activation des dispositifs de crise à l'occasion des attentats de Londres, de Ouagadougou et de Barcelone, mais aussi en soutien au ministère de l'Intérieur dans le cadre de la gestion des crises liées aux ouragans Irma et Maria, j'ai pu mesurer l'intérêt de cet outil particulièrement efficace. Je me suis rendu d'ailleurs moi-même à Barcelone pour voir comment cela se fonctionnait en élément projeté, et je veux rendre un hommage particulier aux agents qui sont mobilisés en cellule de crise et qui, y compris pendant l'été, y compris la nuit, rendent leur mission particulièrement opérante. Et je voulais souligner l'intérêt de cet outil particulièrement efficace. Et si d'aventure vous souhaitez rendre visite à ce centre, je pense que ce serait une bonne chose, y compris à l'égard des agents et de l'organisation même de ce centre qui est à la fois souple et efficace. En 2018, le CDCS voit ses moyens confortés dans le cadre du plan de sécurité initié en 2017. Et à ce titre, l'augmentation des enveloppes est prévue pour le renouvellement des moyens radio, des biens de première nécessité, des médicaments et des dépenses de crise, ainsi que les subventions aux associations d'aide aux victimes. Je voudrais ajouter que c'est le CDCS qui se transforme en cellule interministérielle d'aide aux victimes en cas d'attentat sur le territoire national. Le deuxième aspect de la sécurité que je voulais souligner, c'est la protection de nos emprises. Le plan de sécurité est pérennisé dans ce but, sécuriser nos emprises grâce à des dépenses de gardiennage et de travaux. 22 millions, plus de 22 millions seront dédiés à la sécurisation des ambassades, consulats et instituts français, et près de 15 millions pour les établissements d'enseignement à l'étranger et 1 million pour les alliances françaises. C'est tout à fait essentiel. Je dois vous dire que dans chacune de mes visites, je demande à vérifier la situation sécuritaire, quel que soit l'établissement, que ce soit le siège de l'ambassade, la résidence, le lycée, l'institut, pour m'assurer d'abord que les engagements se prennent et m'assurer surtout dans les pays susceptibles d'être victimes d'attentats ou d'interventions violentes que l'ensemble du dispositif est mis en œuvre ou sera mis en œuvre. Dans ce qui concerne notre sécurité, il y a aussi la sécurité collective. Nous participons à la gestion des crises qui affectent le plus directement notre sécurité, y compris en mobilisant nos partenaires étrangers. Je présiderai d'ailleurs dans ce cadre le 30 octobre à New York la semaine prochaine, en ma qualité de présidence du Conseil de sécurité, une réunion ministérielle consacrée au soutien opérationnel à la force conjointe du G5 Sahel, dans la continuité de la résolution 2359. Et c'est bien notre vision d'une action nationale articulée avec la montée en puissance des forces locales et le soutien des partenaires de la France que je veux essayer de mettre en avant dans cette instance majeure qu'est le Conseil de sécurité.
J'ajoute que notre statut de membre permanent nous confère des devoirs particuliers au titre du maintien de la paix. Et le ministère consacrera l'an prochain 384 millions d'euros aux opérations de maintien de la paix. Certaines sont renforcées au Mali ou au Soudan du Sud, d'autres sont en réduction ou en phase d'extinction. En phase d'extinction à Haïti ou au Libéria. Il y a une légère baisse de la quote-part française pour les OMP, mais ça tourne autour de 6,30%. C'est aussi notre engagement pour notre sécurité collective. Et au-delà d'autres organisations internationales au sein desquelles les délégations françaises sont particulièrement actives, concourent à la sécurité internationale comme l'OTAN ou l'AIEA. Et pour mémoire, la quote-part française pour l'OTAN s'élève à environ 10%, soit un financement de 28 millions annuels. Les contributions obligatoires, vous les avez citées, Monsieur le Président, tout à l'heure, à ces organisations s'élèvent en cumulé à 372 millions en 2018 contre 385 en 2017, soit une diminution de 7,7 millions d'euros. En appui des efforts diplomatiques que nous déployons, nous devons aussi aider les pays en crise à faire face aux tensions, à se stabiliser puis à se reconstruire. Et pour cela, mon ministère doit détenir les moyens de répondre directement aux crises et aux urgences humanitaires. Ainsi, les crédits de gestion et de sortie de crise augmentent de 14 millions d'euros, soit une augmentation de 20% pour atteindre 86,3 millions d'euros en 2018, dont 30 millions pour le fonds d'urgence humanitaire, géré directement par le CDCS. Nous passons de 17 à 30, autant que je m'en souvienne, de mémoire, vu les nécessités. Et 35 millions pour l'aide alimentaire reversée par la Direction générale de la mondialisation, notamment au Programme alimentaire mondial pour des géographies prioritaires pour la France en vue de prévenir les crises alimentaires. C'est un effort que j'entends poursuivre tout au long du quinquennat. Je ne peux en effet me résoudre au fait que la France soit le 16e contributeur mondial en matière d'action humanitaire, derrière des pays comme la Belgique ou le Danemark. Il en va de la crédibilité de notre action dans la gestion des crises. La stabilisation humanitaire et l'aide au développement doivent être au rendez-vous. Un autre levier à notre disposition est d'aider financièrement les organisations internationales compétentes qui agissent dans le domaine de l'action humanitaire, c'est-à-dire en faveur des réfugiés et pour la protection des droits de l'homme. Il s'agit notamment du HCR, de l'OIM ou de l'UNICEF. En parallèle, toujours sur la sécurité, en parallèle à nos moyens de réaction aux crises, nous détenons des outils de prévention qui soutiennent directement nos objectifs de sécurité intérieure. Je pense au budget consacré à la coopération de sécurité et de défense, qui s'élève à 36,3 millions d'euros, hors dépenses de personnel. 2 millions d'euros, soit une hausse de 6%, viennent compléter l'augmentation de 2017 dans les domaines de la lutte antiterroriste et de la sécurité aéroportuaire et maritime. Et en outre, les 25 postes de coopérants créés en 2017 sont pérennisés. À côté de la priorité sécurité que je viens d'évoquer, le ministère est pleinement engagé pour la refondation de l'Europe. Celle-ci est au cœur du mandat que les Français ont confié au Président de la République. Les enjeux financiers européens ne sont pas supportés par le budget de mon ministère. Vous trouverez seulement dans ce budget une ligne intitulée Action européenne sur le programme 105. Elle est essentiellement composée des contributions aux organisations européennes qui connaissent une légère augmentation par rapport à la LFI 2017 qui passe de 40,3 millions à 41,1, dont 36,5 millions pour le Conseil de l'Europe qui prend l'essentiel de cette contribution. La troisième mission dévolue à mon ministère, c'est la protection de ce que le Président de la République a caractérisé comme des biens communs, un objectif qui ne peut être accompli que par une action collective. Cet investissement de la France pour les biens communs correspond à l'engagement du Président de la République de porter l'ensemble de l'aide publique au développement à 0,55% d'ici 2022 contre 0,38 en 2016, ce qui suppose de passer de 8,5 milliards d'euros en 2016 à presque 15 milliards en 2022 en tenant compte des hypothèses de croissance actuelles. Je vous en parlerai dans un instant. Ces biens communs, vous les connaissez, je n'en mentionnerai que 3. Il y a d'abord le climat,
Notre appareil diplomatique est pleinement mobilisé pour soutenir la mise en œuvre de l'accord de Paris. Ce sera l'objectif de la COP 23, qui se tient sous présidence fidjienne à Beaune le début du mois prochain. Et de manière complémentaire, nous traiterons également de la mise en œuvre de l'accord et notamment de ses financements lors du sommet de Paris le 12 décembre prochain, qui permettra d'assurer un suivi, une relance et une vigilance sur la mise en œuvre de la COP 21. Premier sujet. Le climat, il y a ensuite la santé. Nos engagements sont de longue date dans ce domaine car les défis restent immenses, qu'il s'agisse de la lutte contre les grandes pandémies, contre les maladies plus rares, mais aussi plus fondamentalement pour mettre en place les politiques sanitaires nécessaires à assurer un tournant dans le développement de nombre de nos partenaires. Je voudrais donc vous dire un mot sur le financement de nos actions en faveur de ces deux biens communs, en complément des crédits budgétaires que nous mettons en place sur le programme 209, Solidarité à l'égard des pays en développement. Il existe des financements innovants dits extra-budgétaires. La taxe sur les billets d'avion et la taxe sur les transactions financières alimentent le Fonds de solidarité pour le développement, le FSD, qui pèse 1 milliard d'euros. Ce fonds permet nos engagements multilatéraux en santé et pour le climat, ainsi qu'une partie de l'aide bilatérale en dons de l'Agence française de développement, cela depuis 2017 au bénéfice des pays les plus fragiles. Je pense également à la facilité vulnérabilité, centrée sur 4 zones de crise, décidée lors du CICID de novembre 2016 et financée elle aussi par des fonds extra-budgétaires, et c'est le cas des 35 millions d'euros annuels que nous allons octroyer à l'Alliance pour le Sahel, 35 millions d'euros par an pour initier ce fonds que nous voulons partager avec d'autres acteurs qui se mobiliseront lors de la réunion que nous organiserons à Bruxelles au mois de décembre pour mobiliser les fonds dans le cadre de cette Alliance pour le Sahel. L'éducation est un autre bien commun. Notre aide cible les pays prioritaires de notre politique d'aide au développement et soutient les initiatives qui améliorent l'accès, la qualité et l'équité de l'action, notamment en Afrique subsaharienne et au Sahel. Notre aide est bilatérale, en passant par l'AFD, mais elle est également multilatérale et à ce titre, la France coprésidera, comme vous le savez, la conférence de reconstitution du programme mondial pour l'éducation en février prochain à Dakar, et cela sera coprésidé par le président de la République et par le président Macky Sall. Un mot sur l'Agence française de développement, qui agit aussi pour ses biens communs. Les ressources budgétaires et extra-budgétaires qui relèvent de la compétence de mon ministère sont de l'ordre de 480 millions d'euros. Ça lui permet notamment d'intervenir dans une cinquantaine de pays, en particulier dans les 17 pays pauvres prioritaires définis par le CICID, ainsi que dans les pays en crise ou en sortie de crise. L'AFD finance des projets variés en utilisant divers instruments allant des dons aux prêts, passant par les participations capitales ou encore les garanties, sans oublier l'assistance technique, les programmes de renforcement des capacités. L'objectif étant à chaque fois de répondre aux besoins particuliers des pays bénéficiaires et afin d'enclencher la hausse de l'aide publique au développement que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est une hausse d'environ 80 millions d'euros d'autorisation d'engagement à laquelle nous procédons en 2018, ceci devant évidemment se traduire par des accroissements de crédits de paiement dès 2019 et bien entendu dans les années suivantes. La quatrième grande activité de mon ministère, c'est d'œuvrer au renforcement du rayonnement et de l'attractivité de notre pays. En ce qui concerne la diplomatie économique, nous devons faire davantage. Le Premier ministre nous a fixé l'objectif de 200 000 entreprises exportatrices en 2022 contre 120 000 aujourd'hui et de 2 000 nouveaux projets d'investissement en France d'ici 2020. Et comme vous le savez, les dépenses de fonctionnement des services économiques ainsi que la subvention à Business France dépendent d'un programme budgétaire qui n'est pas sous ma responsabilité, mais le soutien à l'exportation étant de ma compétence et de celle de Jean-Baptiste Lemoyne, je voulais y faire référence à cet instant. Par ailleurs, le réseau diplomatique a joué tout son rôle pour la promotion du tourisme en France. Le nombre de visiteurs en 2017 marque une nette progression et devrait atteindre 88 millions d'euros, ce qui marque un de visiteurs, touristes. J'ai dit
Alors, le nombre de visiteurs en 2017 marque une nette progression qui devrait atteindre 88 millions, ce qui marque un réel retour en force de la France après la difficile année 2016. L'implication des plus hautes autorités a permis de mobiliser largement autour de la destination France et de contenir l'impact négatif des attentats terroristes sur notre sol. Ma volonté est de parvenir à l'accueil de 100 millions de visiteurs étrangers en 2020, donc passage de 88 à 100 millions, avec une dépense touristique étrangère de 50 milliards d'euros. En 2018, les crédits qui seront versés à Atout France seront de 32 millions 6, montant stable par rapport à 2017. Et je compte pour l'an prochain sur le maintien du mécanisme d'attribution d'une partie des recettes Visa à cet opérateur qui avait permis de dégager 4 500 000 € en 2016. Enfin, à l'occasion du récent Conseil de pilotage du tourisme que j'ai présidé avec Jean-Baptiste Lemoyne, j'ai constitué une mission d'information sur le financement de la promotion du tourisme. L'objectif est d'impulser une nouvelle dynamique aux partenaires entre Atout France et les opérateurs privés et de réfléchir à des mécanismes pérennes de financement. Et je serai amené à vous en parler dès que ce rapport, cette mission d'information, qui a une exigence de temps très courte, aura rendu son rapport. J'ai évoqué la diplomatie économique, je voudrais évoquer l'action culturelle. Pour œuvrer au rayonnement culturel et à l'influence de notre pays, nous disposons d'un réseau que beaucoup de nos partenaires nous envient, composé de 124 instituts français, dont 98 pluridisciplinaires et 26 de recherche. Nous pouvons aussi compter sur plus de 800 alliances françaises, associations de droit local, dont 363 conventionnées et subventionnées par nos ambassades. La dotation de fonctionnement des instituts s'élève à plus de 41 millions d'euros. Elle est stable. Les subventions aux alliances passent de 8,8 millions à 7,8 millions en 2018. L'Institut français porte une ambition renouvelée pour notre diplomatie d'influence. Sa subvention est stable à 28,7 millions d'euros. Et comme vous le savez certainement, nous sommes en train d'étudier la pertinence d'un rapprochement de l'Institut français et de la Fondation Alliance française afin de favoriser les synergies et de décupler notre action dans le domaine culturel. L'audiovisuel extérieur est une dimension primordiale de notre rayonnement. L'impact du rapprochement de France Média Monde, qui comprend France 24 et RFI, de Canal France International, agence de coopération technique, pour la production et la diffusion de programmes en français, ne sera mesurable que l'an prochain, notamment en Europe et en Afrique. Nous avons l'espoir que, malgré les contraintes financières, cette réforme porte ses fruits et, comme vous le savez, les crédits de l'action audiovisuelle extérieure de la France ne figurent plus sur les programmes budgétaires du ministère. Ils relèvent du budget du ministère de la Culture, même si nous sommes partie prenante au conseil d'administration de France Média Monde. Néanmoins, le ministère conserve le financement de CFI sur le programme 209, car la mission de coopération pour les médias de cette entité est préservée et la subvention allouée à CFI sera maintenue à hauteur de 7,2 millions en 2018. Je ne peux parler d'influence sans aborder la francophonie. Il s'agit d'un atout majeur pour notre pays. Le président de la République a décidé de réinvestir ce champ en demandant un plan d'ensemble pour la promotion de la langue française et du plurilinguisme dans le monde, qui sera à notre charge et à notre responsabilité. Nous sommes en train d'y travailler et en plus des actions que nous menons pour enseigner la langue française grâce à nos instituts, aux alliances, aux écoles du réseau de l'AEFE, nous contribuons à l'Organisation internationale de la francophonie. Toutes ces lignes confondues représentent 53,4 millions d'euros, équivalent au montant prévu en LFI. Nous sommes le premier financeur, juste devant le Canada, et vous savez que la francophonie est un enjeu d'affluence majeur. Attirer des étudiants étrangers dans nos universités est fondamental. Cela représente en tout, pour 2018, 86 millions d'euros de crédits pour des bourses et des échanges d'expertise, et une subvention pour charges de service public à Campus France de 3,85 millions d'euros. Le rayonnement, c'est aussi celui de notre expertise technique. Notre opérateur Expertise France est encore jeune, mais il grandit vite. Son chiffre d'affaires est en pleine croissance et il atteint une taille européenne, en particulier en souscrivant à des contrats et des engagements auprès de l'Union européenne en particulier. Cette dynamique confirme la demande d'expertise à travers le monde et sa subvention est maintenue à 26,3 millions d'euros.
Enfin, je ne serai pas exhaustif si je ne mentionnais pas l'action du ministère en faveur des Français à l'étranger. Les communautés françaises sont en expansion constante et constituent un des enjeux de notre rayonnement. La modernisation des services offerts par nos consulats, en particulier à travers la simplification de la numérisation et la promesse d'un service public de qualité, cela consolide l'attachement de nos concitoyens à la France et nous déployons de réels efforts pour satisfaire nos concitoyens à l'étranger grâce à de nombreuses innovations, notamment concernant les démarches en ligne, ce qui permet à nos compatriotes de ne pas aller systématiquement au consulat. Par ailleurs, notre réseau d'enseignement est unique au monde. Il comprend 495 établissements français à l'étranger, scolarisant 342 000 élèves, dont 211 000 élèves étrangers qui grandissent et se construisent ainsi avec la France dans 137 pays. Ces établissements sont rattachés sous différents statuts à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, opérateur du ministère, et pour 84 d'entre eux à la mission laïque française, association reconnue d'utilité publique et partenaire historique du ministère. La subvention à l'AEFE se maintient entre la LFI 2017 et le PLF 2018 à 398 millions d'euros, conformément à l'engagement de stabilité pris par le Président de la République pour 2018 et 2019. En contrepoint, je dois aussi évoquer l'enveloppe de bourse scolaire pour les parents d'élèves de ce réseau. Elle s'élève à 110 millions d'euros cette année, comme l'an passé, un budget stable qui nous permettra de financer l'ensemble des bourses scolaires cette année. Si je reprends maintenant le budget 2018 en dehors des missions majeures que j'ai évoquées et que j'ai essayé de démontrer le financement, je voudrais reprendre techniquement les éléments que les rapporteurs connaissent déjà. Le budget global s'élève après transfert à 4,7 milliards en crédit de paiement. Il affiche donc, vous avez bien voulu le rappeler, Monsieur le Président, une hausse de 95 millions d'euros par rapport à LFI 2017, soit plus de 2%. Sur la mission Action extérieure de l'État, qui compte à elle seule 3 milliards d'euros, toutes dépenses confondues, se trouvent 3 programmes que je vous présente rapidement hors dépenses de personnel. Le programme 105, Action en Europe et dans le monde, qui s'élève à 1,28 milliard, soit une quasi-stabilité. Ce programme est le socle de l'action diplomatique de la France, puisqu'il finance les contributions obligatoires au système multilatéral, l'action européenne, la coopération de sécurité et de défense, tout poste que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Le programme 105 finance aussi le fonctionnement du ministère en France et à l'étranger. Ces crédits sont stables, ils s'élèvent respectivement à 137 millions d'euros et 283,2 millions d'euros. Seul le poste sécurité dont je vous ai parlé augmente encore cette année, ainsi que les crédits d'entretien immobilier. Vous remarquerez que le fonctionnement du ministère à l'étranger, c'est 283 millions d'euros. C'est un budget extrêmement modeste pour un réseau diplomatique et consulaire universel de 180 postes à l'étranger pour 283 millions d'euros. Donc c'est une gestion rigoureuse de notre présence à l'étranger. Vous en avez déjà fait la remarque, je le souligne, et je souligne aussi la rigueur de notre propre gestion. Deuxièmement, le programme 151, Français à l'étranger et affaires consulaires, qui est le programme de service public pour les Français à l'étranger. Qu'ils soient résidents ou de passage, il est doté de 140 millions d'euros, soit une diminution de 15 millions d'euros qui s'explique par la libération de l'enveloppe consacrée en 2017 à l'organisation des élections à l'étranger. Et comme vous le savez, 75% des crédits de ce programme portent sur les bourses scolaires que j'ai évoquées tout à l'heure. Enfin, troisièmement, le programme 185, diplomatie culturelle et d'influence. Il regroupe les moyens directs du ministère, c'est-à-dire son réseau culturel et de coopération, et les moyens alloués aux grands opérateurs. Son financement s'élève à 644 millions d'euros, en très légère hausse par rapport à 2017. Et vous l'avez entendu précédemment, les moyens des opérateurs qui concourent à la mise en œuvre de cette politique sont préservés, que ce soit l'Institut français, Campus France, Atout France et AEFE. En plus de la mission Action extérieure de l'État, je suis aussi responsable d'une autre mission au sens de la LOLF, la mission Aide publique au développement.
C'est à côté du programme 110, ce programme 209, Solidarité à l'égard des pays de développement, est sous ma responsabilité, même s'il n'est pas affecté directement au budget, il est sous ma responsabilité au sens de la LOLF. Il est doté de 1,57 milliard d'euros de crédits de paiement en progression de 119 millions en comparaison avec 2017, soit plus 8,21%. La ligne la plus importante de ce programme, c'est notre contribution obligatoire au Fonds européen de développement, le FED, qui elle atteint en 2018 un peu moins de 850 millions d'euros, soit une hausse de 107 millions d'une année sur l'autre. Et vous savez que le FED est l'instrument principal de l'action extérieure de l'Union européenne. La France est partie prenante à la gestion de ce fonds européen, faisant en sorte que les projets qu'il finance correspondent aux grandes priorités sectorielles et géographiques dont je vous ai parlé. Sur le programme 209, la coopération bilatérale augmente elle aussi de 17 millions d'euros, plus 3%, c'est-à-dire l'aide projet, les contrats de désendettement et de développement, les partenariats en matière d'objectifs et de développement durable. Cette hausse du programme 209 est en cohérence avec l'engagement du Président de la République sur l'aide publique au développement que j'évoquais tout à l'heure. Les contraintes qui pèsent encore sur nos finances publiques l'an prochain nous obligent à être modestes sur l'évolution de ces crédits entre 2017 et 2018. Mais afin d'honorer l'engagement présidentiel, l'enjeu sera pour nous de définir une trajectoire d'évolution de l'aide publique au développement à partir de 2019. Enfin, nous avons créé un nouveau programme, dit programme 347, afin de couvrir les besoins de préparation du prochain sommet du G7 qui sera présidé par la France et qui se tiendra en 2019. Je termine avec les dépenses de personnel. Tout programme confondu, elle diminue de 36 millions d'euros par rapport à 2017, soit moins 3,2%, pour s'établir à 1 milliard d'euros. Ces dépenses se répartissent entre la mission Action extérieure de l'État pour 923 millions d'euros et la mission Aide publique développement pour 164 millions d'euros. Cette diminution s'explique par deux phénomènes. La réduction des effectifs du ministère de 100 emplois temps plein et de ses opérateurs de 82 ETP. La bascule d'experts techniques internationaux vers Expertise France et de 15 millions de crédits de masse salariale correspondants. Et je note ainsi que le Quai d'Orsay, qui représente 0,7% des emplois de l'État, prend à son compte 6% des réductions des effectifs en 2018, ceci faisant suite à de très nombreuses années de baisse. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, le budget que je vous propose. Il est adapté aux missions que mon ministère doit assumer. Il a été calibré avec attention pour répondre à un équilibre délicat entre l'ensemble de ses composantes. Les postes de dépenses ont été évalués au plus juste, dans le respect du principe de la sincérité budgétaire. Vous l'avez compris au fil de mon exposé, le budget supporte des dépenses obligatoires auxquelles nous ne pouvons nous soustraire et pour lesquelles nous n'avons aucune marge de manœuvre. Les dépenses pilotables hors masse salariale représentent finalement un volume peu important rapporté au budget de l'État. Je suis donc à la tête d'un ministère dont les moyens sont modestes au regard de l'importance des tâches qu'il doit accomplir dans un monde dangereux et concurrentiel. Je crois que vous l'avez compris lors de ma dernière intervention auprès de vous de la semaine dernière. Je dois vous dire aussi confidentiellement que, en arrivant au Quai d'Orsay, c'est vrai que je venais d'un ministère un peu plus doté. J'ai été frappé de découvrir la faiblesse de certains moyens et, pour tout dire, une certaine forme d'appauvrissement. Or, ce ministère régalien est essentiel au maintien du rang de la France et à la défense de ses intérêts comme à la protection des Français. Et donc, je souhaite que les engagements qui ont été annoncés, en particulier dans l'aide au développement, mais pas uniquement, puissent être poursuivis. Et si vous m'interrogiez tout à l'heure, je crois, sur la pérennité, l'opportunité d'avoir un réseau universel de notre présence diplomatique, le simple constat des crises et le simple fait d'ajouter que par ailleurs la France est membre du Conseil et membre permanent du Conseil de sécurité suffisent à justifier la nécessité de maintenir un outil diplomatique fort et universel. En tout cas, c'est la logique dans laquelle je suis et j'espère que pouvoir aboutir à ce que ce ministère puisse se redoter pour faire face de manière encore plus substantielle aux missions
que lui donne la République. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le ministre, de ce panorama complet. J'étais un peu long, je suis désolé. Non, mais au contraire, ça a permis de couvrir l'ensemble des programmes. Et ceci était tout à fait intéressant. Sans perdre de temps, je vais donner d'abord la parole aux rapporteurs. En fait, j'en ai 3. Il me semble que sur le 151, je n'ai pas vu le rapporteur venir. Et puis après, nous aurons des interventions au cours desquelles nous essaierons d'appliquer la règle de une question par personne dans un temps limité, de telle sorte que tout le monde puisse entendre réponse à sa question. Au titre du 105, Action de la France en Europe et dans le monde, je donne la parole à Ladislas Poniatowski. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous aurez écouté la semaine dernière notamment, encore un peu aujourd'hui, et surtout tout le mois écoulé, ce mois d'octobre où vous avez été très présent. J'ai le sentiment que dans votre tête et dans votre cœur, vous êtes toujours le ministre de la Défense. Et peut-être pas encore tout à fait complètement dans la peau du ministre des Affaires étrangères. N'y voyez pas une critique. Hein, j'ai soutenu, bien que n'étant pas de votre formation, j'ai soutenu les actions que vous avez entreprises ces dernières années. Je souhaite vous poser, puisque je respecte la règle, une question, mais sur laquelle j'ai peut-être besoin de 2-3 réponses. Quelle place souhaitez-vous donner à la France dans le monde? Cette place, il y a 2-3 critères importants. Le premier, vous l'avez évoqué, c'est notamment notre réseau diplomatique, le nombre d'ambassades, de consulats. Or, nous reculons. Il y a 4 ans, nous sommes passés de 2e au 3e rang. Les Chinois sont passés devant nous. Les efforts qui sont faits financièrement par l'Allemagne en ce moment, heureusement que l'Angleterre a des problèmes, mais ils ne sont pas loin derrière nous. Or, vous n'avez pas le droit de baisser les bras. Notre président vous l'a rappelé. Et je pense que ce serait un mauvais service à rendre à la France, à continuer à vendre notre patrimoine diplomatique. Je vous demande notamment qu'est-ce que vous allez faire, et nous ne vous soutiendrons jamais si vous envisagez de vendre la résidence de Londres. Je pense que ce sera un très mauvais signal à la communauté internationale. Mais il y a un second critère, Monsieur le Ministre. Le second critère, vous l'avez évoqué aussi. Le second critère, c'est toutes les contributions de la France aux différents organismes et agences. Il y a les contributions qui sont obligatoires. ONU, OTAN, tout ce qui est OMS, IoT, tout ce qui est UNESCO, c'est fixe, on reçoit la facture, on paie. Et il y a toutes les autres contributions qui sont des contributions volontaires, qui sont en fonction de nos moyens. Et là, notre situation, franchement, n'est pas très glorieuse. On est en train de perdre des places. Trois exemples concrets. Le programme du Haut Commissariat aux réfugiés. Nous sommes le 14e contributeur. L'UNICEF, l'aide à l'enfance, nous sommes le 16e contributeur. Le programme alimentaire mondial, nous sommes le 19e contributeur. Et puis je termine sur un programme qui va vous toucher, les dons aux pays pauvres, que l'on donne notamment dans ces pays qui vous tiennent à cœur, le Sahel. À quoi ça sert de dépenser plusieurs centaines de millions dans le domaine militaire sur cette zone très tendue, grave? On vous a bien entendu la semaine dernière. Si en même temps, on abandonne tout le reste, plus rien aux écoles, plus rien en route, plus rien aux hôpitaux, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas simplement les Allemands qui prennent une partie de notre place à travers leur programme GIZ. Quand on ne donne plus que 200 millions, ils donnent 1 milliard. Mais ce sont les extrémistes, ce sont les djihadistes qui installent des écoles musulmanes. Donc, Monsieur le ministre, ma question c'est qu'allez-vous faire pour que nous puissions continuer à rayonner d'une manière forte? Merci Ladislas. Bernard Cazot, second rapporteur de ce programme 105. Oui, Monsieur le Ministre, je vais vous parler d'un sujet qui va peut-être vous ramener un petit peu à votre ministère précédent, comme l'a dit Ladislas Poniatowski. Il s'agit des enjeux de sécurité à l'étranger. Vous avez dit d'ailleurs que c'était votre première priorité. Vous en avez détaillé les volets, les 3 volets. Et le plan de renforcement des moyens de lutte antiterroriste et protection des communautés et intérêts français à l'étranger est maintenu, d'après ce que j'ai compris, en 2018. Ces crédits de coopération de sécurité et de défense ont trop souvent servi, il faut bien le dire,
de variables d'ajustement du budget du ministère par le passé, puisqu'ils sont passés, je crois, ils sont passés de 106 millions d'euros en 2007 à 87 millions d'euros en 2016. L'effort entamé en 2017 permettant la progression de 9,46 millions d'euros est maintenu en 2018 et 2 millions d'euros supplémentaires sont alloués. Nous ne pouvons d'ailleurs que nous en féliciter. Mais pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, si nous sommes remontés, d'après vous, à un niveau de crédit suffisant, puisque nous ne sommes toujours pas en revenus au montant de 2007. Car peut-on en même temps dire que l'on renforce les moyens pour protéger les intérêts français et se satisfaire du niveau actuel des crédits de coopération de sécurité et de défense? Ce sera ma question. Merci Bernard. Alors au titre du 185, André Valigny. Oui, merci Monsieur le Président. Messieurs les ministres, je souhaiterais revenir sur un point qu'a évoqué le président Cambon dans son introduction et qu'a évoqué aussi notre collègue Poniatowski. Je veux parler de la vente de bâtiments symboliques de l'influence française à l'étranger, notamment la maison Descartes à Amsterdam ou le palais Clam-Gallas à Vienne, qui a été vendu au Qatar. Au moment où l'on voit des pays adosser leur politique d'influence sur des implantations de prestige, et je pense par exemple au centre orthodoxe russe récemment installé à Paris, avons-nous raison d'abandonner ce patrimoine qui n'est pas seulement immobilier, mais aussi immatériel? C'est un capital en termes d'image, d'influence et de rayonnement. Alors des alternatives qui permettraient un autofinancement de ces structures peuvent-elles être envisagées? L'ouverture de librairies, de cafés, l'allocation d'espace à des partenaires culturels, comme c'est déjà le cas à la Villa Médicis, je crois, ou comme le fait la Finlande en France ou le Danemark à Paris. Que pensez-vous de ce type d'approche? Et puis la deuxième question, si vous le permettez, Monsieur le Président, en l'absence de notre collègue Del Pica qui est excusé, vous savez que notre commission est saisie pour avis sur le contrat d'objectifs et de moyens de Campus France, qui est notre opérateur chargé de la promotion de l'enseignement supérieur français et de la gestion des bourses de mobilité. Vous savez que la France est le 4e pays d'accueil d'étudiants étrangers au monde, le 1er pays non anglophone. C'est un enjeu important d'attractivité, d'influence, dans un contexte de plus en plus concurrentiel, marqué par l'émergence de nouveaux acteurs comme la Russie, la Turquie ou l'Arabie saoudite. Alors 3 questions. Quelle est la stratégie du gouvernement dans ce domaine? Quelles sont les aires géographiques, les niveaux d'études et les disciplines que vous voulez privilégier? Et enfin, comment se traduira concrètement l'invitation qu'a lancée le président de la République aux chercheurs, notamment en matière d'environnement, cette invitation à rejoindre la France? Je vous remercie. Merci André. Alors je n'ai pas de rapporteur pour le 151, les Français de l'étranger, mais j'ai vu un certain nombre de nos collègues dans la discussion générale qui reviendront sûrement sur ces problèmes. Donc est-ce que vous voulez, est-ce que les ministres sont prêts à répondre? D'abord, pour répondre à M. Poniatowski, je partage d'ailleurs une bonne partie de ces considérations. Peut-être que je n'ai pas encore enlevé ma tenue par balle et mon casque. Le seul problème, c'est que l'état du monde ne me le permet pas. Et que malheureusement, comme vous avez pu vous en apercevoir la semaine dernière, quand on passe de la défense aux affaires étrangères, les questions de conflits, de tensions, de risques, de menaces et de guerre passent d'un sujet à l'autre. Je ne suis plus en charge des opérations, mais je suis en charge de la diplomatie afférente. Je quitte à l'instant le président Sisi, où nous abordions la crise libyenne, la crise syrienne. Bref, ce sont des questions à la fois de diplomatie et de défense. J'ai affiché très clairement la nécessité de maintenir notre réseau diplomatique sur l'ensemble du monde. C'est vrai que nous sommes numéro 2, mais nous sommes toujours numéro 2, mais derrière les États-Unis, avec 160 ambassades, 19 représentations permanentes, 28 consulats. La Chine est passée devant nous uniquement sur le nombre d'ambassades et pas sur les consulats. Et donc, je suis extrêmement vigilant à ce que l'on maintienne notre présence. C'est une force considérable. De relais,
de présence, d'action, mais aussi d'information et d'attractivité que la Chine essaye de se positionner. C'est un peu normal pour un pays de cette ampleur, mais il faut que nous ayons ensemble cette très grande vigilance pour garantir cette présence, même quand c'est un poste diplomatique qui n'a pas le rang d'ambassade, même quand il y a 5 ou 6 personnels affectés, comme des transformations, on a 25 PPD, je crois, aujourd'hui, ça joue un rôle tout à fait essentiel comme image et comme force d'attractivité. Donc, j'accorde une très grande importance à ce maintien. Comme je vais répondre en même temps à M. Vallini et à vous-même, comme je pense, alors très profondément, que le fait d'avoir des lieux symboliques forts, significatifs, comme siège ou de la résidence de l'ambassadeur ou comme siège de notre ambassade, est un élément de rayonnement et d'attractivité. Et donc, je vous rassure sur le projet de Londres, il est suspendu. Je ne vais pas vous le dire supprimé, mais il est suspendu. Et donc, ce n'est pas une question d'actualité. C'est une force que l'on peut d'ailleurs agréer avec différentes utilisations pour en renforcer l'attractivité. Donc je voulais, y compris à l'égard de M. Vallini, vous rassurer à ce sujet. Certains équipements, non. Il peut y avoir des opportunités financières à condition que l'ensemble des recettes qui en proviennent puissent être réaffectées au ministère des Affaires étrangères, ce qui va être le cas. Il y a des endroits que vous avez peut-être pu visiter, en tout cas moi ça m'est arrivé, où il y a effectivement des opportunités. Mais quand on a des lieux symboliques, des lieux de force, d'histoire ou de culture, je crois que ça fait partie aussi de notre attractivité. En tout cas, moi j'y veillerai de près. Je suis aussi, je reviens à M. Poniatowski, je suis aussi parfois embarrassé de la faiblesse de nos contributions volontaires sur un certain nombre de sujets. Mais je crois que la décision prise par le président de la République de faire monter notre aide à 0,55 du PIB est une décision prise en constatant une descente progressive de nos contributions de différentes manières depuis plusieurs années, j'allais dire de nombreuses années. Je ne veux pas aller faire un classement négatif des uns et des autres, mais il y a une volonté affichée, redite dans le discours du président de la République à l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous serons à 0,55% à la fin du quinquennat. Et évidemment, ma réponse est de dire, je peux dire ça publiquement, même si je suis habitué aux séances qui ne sont pas publiques, mais là c'est public, mais c'est pas grave. Voilà. C'est normal que ce soit public. On a l'habitude de votre franchise. Mais quand même, 0,55%, oui, ça veut dire qu'on va passer de 8,5 à 15. C'est beaucoup. Quand on sera à 0,55%, les questions de M. Poniatowski se poseront avec moins d'acuité. Il faut 5 ans, et interrogeant le président de la République sur la manière de faire, il m'a demandé de lui proposer une trajectoire. Donc je dois proposer une trajectoire avant la fin de l'année pour qu'elle puisse être actée dans un déroulé qui nous permettra d'arriver à ce niveau-là. L'idéal, c'est plus. D'autres pays font plus que 0,55, vous l'avez rappelé. Nous, il faut déjà rattraper ce niveau, et je vais essayer de m'y employer avec beaucoup de force, parce que c'est un élément aussi de notre rayonnement. Sur la question Sahel, je crois que la question ne se pose plus, puisque j'ai dit l'autre jour dans l'audition qu'il fallait mener en même temps l'action militaire et l'action de développement, faire de l'action Sahel une action spécifique avec un temps de retour beaucoup plus court, obliger l'ensemble des acteurs qui vont intervenir dans l'action Sahel à travailler ensemble, donc avoir un pilotage très proche de la réalité des projets, et c'est ce qui va être, je pense, ce qui va aboutir à la réunion de Bruxelles de mi-décembre. Mais d'ores et déjà, la France a annoncé qu'elle contribuerait à hauteur de 35 millions d'euros par an. Et donc nous serons là au rendez-vous, et je pense que personne ne sera indigne dans cette affaire, à condition que les deux choses marchent ensemble. Donc j'ai dit ça pour cela. Il y avait sur la sécurité,
Je l'ai dit que c'est un enjeu primordial. L'effort budgétaire sera maintenu. Une enveloppe supplémentaire de 2 millions d'euros a été dégagée au profit de la coopération internationale en matière de lutte antiterrorisme, mais singulièrement sur les sites les plus sensibles, il est clair que cet effort sera non seulement maintenu, mais mis en œuvre. Je dis, je vais moi-même constater les efforts qui sont faits. Certaines opérations sont plus importantes que d'autres. J'ai 2 exemples en tête. Celui de Kaboul, où notre ambassade a été très endommagée par un attentat terroriste. Et je vais aller moi-même me rendre compte que les travaux ont été faits et les travaux de sécurité ont été bien réalisés, ce qui montre l'importance que j'accorde à cette priorité. Et par ailleurs, je crois avoir été peut-être un des premiers à me rendre à l'ambassade de France à Bagdad, où l'ensemble de nos diplomates et ceux qui les accompagnent vivent dans une espèce de bunker. Donc j'ai pu aussi me rendre compte à la fois de ce qui avait été fait en termes de sécurité et de ce qui restait à faire. Donc cet effort-là, il sera maintenu. C'est vrai aussi pour le lycée. Dès que j'ai l'opportunité, Jean-Baptiste Lemoyne fait pareil, lorsque nous allons voir un lycée français à l'étranger, nous allons nous rendre compte de la sécurité et de sa bonne mise en œuvre, quel que soit l'endroit. J'étais samedi en Espagne, à Madrid, je suis allé voir le lycée français de Madrid, qui est très vaste dans son emprise, parce qu'il y a 10 entrées, mais il faut assurer la sécurité aux 10 entrées avec des systèmes de vidéosurveillance. Bref, ça se fait. Donc c'est vraiment une urgence, une priorité, au-delà de toutes les autres priorités. Et elle s'impose à nous, et croyez bien que je serai vigilant, et je souhaite aussi que vous me donniez, ou à Jean-Baptiste Lemoyne, les informations si cela n'est pas fait, si vous constatez des manques. C'est des choses qu'on n'ose pas toujours dire, parce que ce n'est pas automatiquement gratifiant de se limiter dans sa revendication, sa demande, lorsque on est dans une ambassade, à ce qu'on mate une surveillance ici, un blindage ailleurs, mais c'est impératif. Donc je serai extrêmement vigilant sur ce point. Sur les autres questions, ça c'était le Conseil de sécurité et de défense, sur Campus France et sur cette question majeure des étudiants. C'est pour nous une priorité d'influence. Nous avons, avec chaque pays avec lequel nous avons des relations contractuelles, nous mettons en place un engagement d'accueil d'étudiants de ce pays en France, en fonction de spécialités et de priorités, dans le but d'élargir notre influence et de faire en sorte qu'au retour, ces étudiants puissent être porteurs de l'image et de l'attractivité de la France. C'est vrai à chaque visite de ministre des Affaires étrangères d'un autre pays. Je vais vous prendre 2 exemples, les 2 datent d'hier et d'avant-hier. Hier, j'ai reçu ma collègue sud-coréenne. Évidemment, on a parlé un peu de questions de défense, vous imaginez bien. Mais par ailleurs, nous avons décidé ensemble de faire monter le chiffre d'étudiants sud-coréens reçus en France à 10 000, alors qu'on part de 6 500. Et inversement, de faire passer le nombre d'étudiants français en Corée du Sud de 2500. Je ne peux pas vous assurer le chiffre réel de 2500 à 3000, en tout cas le chiffre de 3000 c'est sûr, parallèlement. Donc sur et 2 jours avant, il y avait la réunion annuelle entre la France et le Sénégal. Nous avons inscrit aussi ces objectifs de chiffrer du nombre d'étudiants. C'est un enjeu majeur. En ce qui concerne l'appel du président de la République à ce que des chercheurs dans le domaine environnemental qui se sentiraient attirés par l'engagement de la France pour la lutte contre le réchauffement climatique, le chiffre c'est 200. Il y a eu 5000 réponses, mais le chiffre de recrutement, je ne l'ai plus en tête. Il y a eu 5000 réponses, après il y a un tri par les universités.
moi j'avais plus de 100 déjà retenus pour cette rentrée de chercheurs qui viennent, dans les 5000 réponses, il y avait du tri à faire, par des gens compétents et des secteurs compétents. Il fallait aussi mesurer la capacité d'accueil, mais il y a des gens déjà, sûr qu'on peut le dire, il faudrait même d'ailleurs qu'on le communique, il y a déjà une centaine de chercheurs qui ont été recrutés dans le cadre de cet appel le soir où le président Trump avait décidé de rompre ses engagements dans ce domaine. Voilà ce que je voulais dire là. Mais... Alors, Jean-Baptiste veut compléter. Non, à titre accessoire, naturellement, puisque l'essentiel a été dit. En écho à ce que disait Ladislas, par rapport à la contribution, effectivement, spécifique, aux contributions volontaires dans un certain nombre de domaines, tu évoquais l'UNICEF, le HCR, etc. Parfois, on se fait peur en évoquant nos contributions, mais il faut voir aussi qu'un certain nombre de pays, en fait, font le choix d'avoir en guise de diplomatie uniquement ces contributions. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'alors que la France, effectivement, doit assumer ce rang et ce rôle de diplomatie universelle avec tout ce que ça comporte en termes d'obligations et de charges. Et donc ça peut aussi expliquer parfois ces décalages en termes de montant. Cela étant, le président de la République a souhaité, conscient de tout cela, qu'on puisse mettre l'emphase notamment dans le domaine éducatif, d'où la contribution franco-sénégalaise pour contribuer au réamorçage du Fonds mondial pour l'éducation à Dakar en février prochain, considérant que justement l'éducation est un peu la mère des batailles et la clé de voûte de tout cela. C'est-à-dire qu'on peut traiter à la fois des sujets connexes à tout ce qui est UNICEF, connexes... Voilà, donc une réponse, elle est de mettre l'accent peut-être dans ce qu'on va identifier comme contribution supplémentaire dans ce domaine-là en particulier. Et par ailleurs, en matière d'influence, je crois qu'on peut aussi se féliciter du fait que la France est montée sur le podium à la première place, et on peut d'autant plus le dire qu'on n'est pas suspect d'avoir commandité l'étude. Il s'agit d'une étude américaine qui l'a précisé, qui est sortie cet été, très intéressante, qui montre que, au regard d'un certain nombre d'éléments matériels et immatériels, désormais on était en tête du classement. Voilà. Merci. Je dis juste à l'intention du secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne que moi j'ai souvenir d'une visite que nous avions faite au FED à Bruxelles, oui. Hein, où on contribue quand même, mes chers collègues, pour 840 millions, ce qui est quand même pas une petite affaire. Franchement, c'était l'opacité totale. On s'est aperçu que certains financements mettaient 6 ans pour arriver à destination, en Afrique ou dans les pays que nous aidons. Et j'espère du reste que notre rapporteur Jean-Pierre Vial aura l'occasion au cours de ce mandat de conduire une mission pour aller voir, et nous étions même convenus avec les Anglais d'en faire une ensemble, tellement les chiffres nous paraissaient invraisemblables et la longueur de mise en œuvre était aussi incroyable. Donc il y a quand même un vrai sujet de discussion. Alors, j'ai maintenant... Pardon, oui, c'est ça, j'ai 9 intervenants. Donc on va respecter la règle, une question, 2 minutes, pour que tout le monde puisse avoir réponse à sa question. René Danesi. Oui, Monsieur le Ministre, alors, la semaine dernière, le thème des crises que vous avez traité était tellement dense que nous n'avons pas eu l'occasion d'évoquer les relations entre la France et la Russie. Alors, sous l'impulsion des États-Unis et des pays d'Europe centrale, l'Union européenne participe activement aux sanctions contre la Russie depuis le retour de la Crimée dans la Fédération de Russie. À ces sanctions, la Russie a répondu assez logiquement par des contre-sanctions, notamment des interdictions d'importation de produits agroalimentaires. Ces contre-mesures touchent particulièrement les agriculteurs français qui n'avaient pas vraiment besoin de cela. Et comme les sanctions sont régulièrement reconduites par les pays de l'OTAN, la Russie investit massivement dans ses filières agroalimentaires déficitaires, de sorte que même en cas de levée des sanctions réciproques, les entreprises agroalimentaires françaises ne sont pas prêtes d'exporter à nouveau vers le marché russe. Mais la question essentielle n'est pas celle-là. La question essentielle que je me permets de vous poser, Monsieur le Ministre, est la suivante. Pensez-vous, Monsieur le Ministre, que les sanctions contre la Russie entraîneront un jour le retour de la Crimée à l'Ukraine et la fin du conflit plus ou moins gelé dans l'est de l'Ukraine?
Et si vous ne voyez pas ces heureux résultats positifs à cette politique des sanctions, sauf pour l'économie des États-Unis, qui me semble être la seule à en profiter actuellement, pourquoi la poursuivre? Il était discipliné. Hélène Conway-Mouret. Oui, ça s'allume là. Oui, avant ma question, permettez-moi, Monsieur le Ministre, de vous féliciter pour l'attention que vous portez aux questions de sécurité. Sachez que les Français de l'étranger, mais ceux qui sont de passage aussi, ils sont très sensibles et sont très sensibles à la consolidation et la sécurisation aussi des dispositifs, notamment les lycées et les écoles. Alors, ma question va poser sur l'éducation. Vous avez dit que c'était une priorité pour notre aide publique au développement et cela est très louable. Je pense que les personnels et les familles de nos réseaux, de notre réseau, aimeraient croire qu'il en est de même pour elles. Vous avez mentionné nos opérateurs, vous avez parlé de stabilité budgétaire, mais je voudrais revenir sur quelques chiffres. L'AEFE a une annulation de 33 millions en autorisation d'engagement qui sont plutôt difficiles à absorber pour cette année, mais le PLF 2018 prévoit la suppression de 30 postes d'expatriés, 25 postes de résidents. Ajoutez à cela la participation financière complémentaire des EGD et des établissements conventionnés, qui est portée à 9%, soit 3 points de plus. Donc je crains que la stabilité budgétaire ne soit pas pour les familles qui seront amenées à supporter tout cet argent qui a besoin d'être généré pour pouvoir gérer nos établissements. Et je crains un certain ras-le-bol, non pas un ras-le-bol fiscal, là, mais un ras-le-bol pour les frais d'écolage. Donc, Monsieur le Ministre, j'aimerais vous entendre sur cette priorité que vous donnez à l'éducation, mais à l'éducation pour nos enfants, les enfants, en tout cas de toutes les familles qui choisissent notre réseau pour les scolariser. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question porte sur le volet aide publique au développement. Il semble, Monsieur le Ministre, que les termes de coopération ou de développement international aient disparu des libellés ministériels. Ce portefeuille ne bénéficie plus d'un secrétariat d'État de plein exercice, fait, si mes informations sont avérées, fait sans précédent depuis plus de 50 ans à de très brefs intermèdes près. Je ne peux m'empêcher de mettre en perspective cette vacance avec la coupe budgétaire de 136 millions d'euros dans l'aide publique, qui représentait 0,38% du PIB, coupe dont l'aide publique a fait l'objet en juillet dernier. Alors vous avez fait référence, Monsieur le Ministre, tout à l'heure, pour l'expliquer, je pense, au transfert de postes budgétaires vers des opérateurs extérieurs. Il me semble que le compte n'y est pas tout à fait. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Comment, dès lors, atteindre l'objectif de 0,55% du PIB en fin de quinquennat, objectif affiché par le Président de la République et que vous venez de confirmer? Quel est de fait le degré de priorité que le gouvernement accorde à l'aide publique au développement? Et on voit bien, et vous avez bien fait référence tout à l'heure, le lien qui existe entre affaires étrangères et défense, au moment où la ministre de la Défense, lors du débat sur la revue stratégique de défense il y a quelques minutes, débat auquel nous participions, a rappelé qu'en ce qui concerne les menaces auxquelles nous avons à faire face, eh bien, il fallait aller à la source et conforter l'aide publique. Merci, Marie-Françoise. Richard Yung. Merci, Monsieur le Président. Deux questions budgétaires concernant l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement. Récemment, la Cour des comptes a rendu public un référé concernant la gestion et la gouvernance de l'AEFE et critiquant le fait que ce soit un des directeurs du MAE qui soit en même temps le président du conseil d'administration. Donc ma question est comment est-ce que vous comptez répondre à la Cour des comptes? Le problème des bourses, vous l'avez dit, le montant budgété reste constant, 110 millions 2017, 110 millions 2018. Mais vous savez que, en fait, la dépense est supérieure et que l'on doit puiser dans ce qu'on appelle le résultat d'exploitation de l'agence. Ce qui est d'ailleurs quelque chose d'assez discutable, puisqu'une partie de ce résultat d'exploitation est en fait
les écolages payés par les parents. Une partie, pas tout, mais une partie. Ma question est de savoir, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste comme résultat d'exploitation dans lequel on peut puiser, et est-ce que ça suffira pour couvrir les dépenses de 2018 ? Une vraie question budgétaire. Merci Richard. Renan Legleux. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. L'emploi en France dépend évidemment de plus en plus des capacités exportatrices de nos entreprises. Nos grandes entreprises sont mondialisées, n'ont aucune difficulté à exporter, mais nos PME peuvent rencontrer des difficultés. Et la France est dotée d'un arsenal permettant d'aider nos entreprises à exporter, mais ces instances sont souvent très nombreuses. Il y a Business France, mais il y a également les conseillers du commerce extérieur de la France, la notion globale de diplomatie économique, les chambres de commerce françaises à l'étranger, le French Tech Hub, Sopexa, etc., etc. Il y a un grand nombre d'acteurs de l'export à l'étranger et il n'y a pas véritablement de synergie. On constate dans un certain nombre de pays d'ailleurs que ces organismes se font concurrence et organisent des séminaires sur un même thème à 2 semaines d'intervalle. Donc comment créer ce qui nous manque, c'est-à-dire une véritable équipe de France de l'export, parce que l'emploi des Français en France en dépend. Je vous remercie. Voilà, messieurs les ministres, on va prendre ces 5 premières interventions, si vous voulez bien répondre en vous partageant. On va se partager le travail. Je vais répondre sur la Russie à M. Danesi. D'abord, 2 points de clarification. Le premier, il n'y a pas de connexion entre les sanctions mises en œuvre par la Russie et les sanctions mises en œuvre par l'Union européenne à l'égard de la Russie. Parce que, comme vous savez, je pense, c'est à la suite d'une épisodie, je crois en Biélorussie, mais je ne suis pas sûr, mais je suis presque sûr, que des sanctions ont été prises dans le domaine agroalimentaire contre les exportations européennes. Sans doute la Russie fait-elle de la mauvaise humeur, puisque l'Union européenne a apporté toutes les preuves que cette affaire était en voie de règlement. Mais c'est peut-être pas sûr, parce que j'ai rencontré un cas très récent où les discussions sur l'ESB, quand même un peu lointaines, n'étaient pas encore réglées dans un pays d'Extrême-Orient. Donc c'est peut-être pas sûr. J'ai pu moi-même me rendre compte, en allant voir les experts concernés à Moscou, que ce sujet-là était toujours en gestation et en sécurité alimentaire. Bon, alors peut-être qu'une volonté politique pourrait régler ça. Mais en tout cas, s'il y a une déconnexion totale entre ce fait-là et la rupture par la Russie d'un accord international, 1993, qui, au moment où le règlement de la question nucléaire ukrainienne se faisait, je vous rappelle qu'à l'époque, les sous-marins russes nucléaires étaient en partie en Ukraine, et où l'Ukraine demandait à avoir une garantie sur son intégrité territoriale, la Russie a signé cet accord avec les États-Unis et je crois la Grande-Bretagne. Je crois qu'il y avait 3 ou 4 signataires, 3 accords bilatéraux. Bon, et en occupant la Crimée, cet accord est rompu. Et donc l'Ukraine, je ne vais pas me manifester pro-ukrainien, mais est en droit de s'interroger sur sa propre sécurité. Au nom de quoi on rompt un accord qui devait assurer l'intégrité de l'Ukraine en occupant la Crimée. Je voulais dire ça en commençant. Mais les sanctions, elles sont directement liées au processus de Minsk. Là, il a été dit à de nombreuses reprises, je le dis encore aujourd'hui, qu'à partir du moment où on s'engageait dans le règlement du processus de Minsk, Minsk 2, alors l'Union européenne pouvait envisager une réduction des sanctions. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, puisque même s'il y a eu un cessez-le-feu depuis le 25 août, je crois, qui tient à peu près, il y a moins d'incidents qu'avant, il n'empêche que les principes fondamentaux ne sont pas respectés, certes de part et d'autre, mais de part aussi. Et donc, ma réponse est celle-là.
Alors, sur la Russie, nous avons, je n'ai pas pu répondre la semaine dernière, c'était plutôt sur le sujet de les sujets de la semaine dernière, mais sur la Russie, le président de la République a décidé de renouer le contact avec la Russie en accueillant le président Poutine. Du coup, j'ai moi-même rencontré depuis le mois de juin à trois séances de travail différentes mon collègue Lavrov. Nous avons un langage ferme et ouvert sur l'ensemble des questions. Il y a des désaccords profonds. Et puis, il y a des points d'accord. Donc, nous sommes dans ce dialogue tonique avec la Russie. Voilà ce que je peux vous dire. C'est un grand pays, doit être respecté, mais le droit doit l'être aussi et nos intérêts aussi. J'ai répondu à la première question. Alors, je vais peut-être répondre tout de suite on s'est partagé le travail avec Jean-Baptiste, à la question de M. Le Gleut, et puis après Jean-Baptiste parlera des trois autres questions. Je partage votre avis complètement. Et donc, si je me suis dit quelque chose en ayant cette responsabilité du commerce extérieur de la France, c'est que je voudrais essayer, pendant que je suis dans ces fonctions, d'inverser cela, de l'enrayer. Parce que, ayant été dans une vie antérieure président d'une région, je l'ai vécu très concrètement. Il y a plein de monde à l'arrivée, il y a aussi plein de monde au départ. La principale question que nous avons face à la dégradation de notre solde commercial, c'est le fait que nos PME, nos ETI n'exportent pas. Et depuis que je suis en fonction, quand je vais dans des pays sur cette question, et je me promène beaucoup, je ne peux pas appeler ça de la promenade d'ailleurs obligatoirement, mais donc je me déplace beaucoup, je constate que ce sont les grands groupes qui sont présents. Ils font pas mal leur boulot de manière générale. Ils concourent, ils demandent le soutien de l'État et du ministre des Affaires étrangères pour remporter des marchés, on sait faire, donc on en gagne. Mais ce sont les grands groupes. Et vous avez beaucoup de mal à identifier tel ou tel PME qui s'est positionné sur un marché. On constate qu'il y a du monde au départ, il y a du monde à l'arrivée, il y a trop de monde au départ, il y a trop de monde à l'arrivée. Donc il faut clarifier. Et il faut par ailleurs répandre une culture de l'exportation que beaucoup d'entreprises n'ont pas. Soit parce que ça ne fait pas partie de leurs habitudes, soit parce qu'il y a un tissu culturel d'exportation qui n'existe pas suffisamment. Donc c'est pour moi une mission, je le considère comme ça. J'ai demandé au directeur de Business France de me faire des propositions qui devraient m'arriver dans très peu de temps pour dans deux objectifs. C'est monsieur le courtier. Deux objectifs. Simplifier à l'entrée. Et là, j'ai réuni il y a quelques jours les présidents de région pour leur dire, a priori, vu de chez moi, non pas uniquement du fait de mon expérience antérieure, mais il y a un lieu, il y a une adresse, appelons ça un guichet pour faire simple, mais ce n'est pas un guichet physique, c'est vous le référent. Est-ce que vous acceptez d'être le référent? Et de vous organiser dans vos régions pour que l'entreprise X ou Y, qui a un prospect, qui a un projet, qui a une volonté, aille voir chez vous, et c'est vous qui les mettez en relation avec les différents acteurs. Et les présidents de région, toutes tendances confondues, nous font part de leur soutien total. On va mettre ça en place. Ça peut être différent selon les régions, parce qu'il y a des histoires, des cultures différentes, mais il faut mettre ça en place. Et puis, à l'arrivée, c'est l'ambassadeur. C'est-à-dire le service de l'ambassade, mais l'ambassadeur responsable, et qui, en fonction de l'histoire du territoire, de la qualité du réseau sur place, identifie l'acteur qui accompagnera telle ou telle entreprise, autrement on ne va pas s'en sortir. Et par rapport à d'autres pays, on est d'une complexité invraisemblable, et c'est là que l'entreprise trouvera toutes les informations nécessaires pour son propre projet. C'est ça la mission que je veux mettre en œuvre pour que nous ayons vraiment un renouveau de l'exportation pour les PME et les ETI qui pourraient remporter des marchés alors que nous ne sommes pas présents sur les secteurs sensibles. Voilà la démarche. Le rapport Le Courtier, je ne sais pas dans combien de temps, dans peu de temps. Un mois ? Mi-novembre. Donc après,
on apprécie le rapport, et puis après, il faut quand même qu'il y ait un arbitrage du Premier ministre et du Président de la République. Mais c'est cette logique que je souhaite développer avec l'enthousiasme des présidents de région que j'ai pu constater, et je crois l'enthousiasme des ambassadeurs qui font de la diplomatie économique aujourd'hui vraiment leur priorité. Particulièrement du reste Christophe Lecourtier, qui était ambassadeur de France en Australie. En Australie, au moment de la vente des sous-marins. Voilà. Mais c'est pas uniquement pour ça qu'il a cette mission, mais ça contribue. Jean-Baptiste, pour... Peut-être en réponse à Hélène Conway-Mouret, à Marie-Françoise Perrol-Dumont et à Richard Young. Bon, en facteur commun, il y a la régulation budgétaire, effectivement, du mois de juillet. Bon, alors c'est vrai que une des priorités du gouvernement, ça a été de s'assurer qu'on puisse rentrer dans les clous du 3% européen, considérant qu'il en allait là aussi quelque part d'une forme de crédibilité de la France à l'extérieur auprès de ses partenaires. Et du coup, effectivement, tout le monde a été mis à contribution. Et par conséquent, ça s'est ressenti également, effectivement, dans le domaine de l'éducation à l'étranger, je vais y revenir précisément, et dans le domaine de l'aide publique au développement. Mais je dirais qu'il n'y a pas, entre guillemets, de stigmatisation, c'est-à-dire que vous l'avez suivi, voilà, l'effort a été consenti par tous les ministères pour pouvoir atteindre ce chiffre, et encore une fois, je pense qu'il ne fallait pas y renoncer. Alors maintenant, que faire, comme dirait Lénine? Il faut effectivement... tu vois, monsieur le ministre, hein, des références... Alors... donc, s'agissant de l'éducation à l'étranger, et singulièrement de l'AEFE qui y contribue de façon décisive. Effectivement, le président de la République a annoncé lors de l'Assemblée des Français de l'étranger début octobre qu'il souhaitait que 2018 et 2019 soient des années justement de stabilisation et de maintien de la subvention de l'État. Pour autant, effectivement, il faut arriver à gérer dans le temps les 33 millions d'euros annulés l'été dernier. De ce point de vue-là, effectivement, le directeur de l'AEFE a été amené à écrire à l'ensemble des établissements pour mettre en place en fait une hausse temporaire, et j'insiste sur le temporaire, effectivement, du prélèvement qui est fait, qui est passé de 6% à 9%, afin de, et pour 2018, retombant à 7,5% en 2019, et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir continuer éventuellement à la trajectoire à la baisse, considérant qu'à ce moment-là, on sera revenu un peu à meilleure fortune. Donc, j'insiste sur le caractère temporaire et qui ne se traduira pas systématiquement d'ailleurs par une hausse des frais de scolarité, parce que tout dépend aussi du dialogue local et décentralisé qu'il peut y avoir entre le proviseur, le conseil local, les parents d'élèves. Pour certains, ça se traduira peut-être par un prélèvement sur effectivement des réserves qui existaient, mais dont on est conscient d'ailleurs qu'il est souvent le fait de la contribution des parents, et donc on est bien conscient par rapport à ça. Et d'autres, effectivement, voudront peut-être faire bouger les frais de scolarité. Mais ce n'est pas systématique et ça n'a pas à être automatique, c'est ce que je veux dire. Ensuite, s'agissant de la direction, enfin de la remarque émise par la Cour des comptes sur la gouvernance, il me semble que la Cour évoquait la situation, mais qui n'a plus cours en fait, où il y avait, où finalement l'EFE était aussi contrôlé par un directeur à la DGM qui lui-même avait été précédemment directeur à l'AEFE. Voilà. Et donc, je crois que c'est par rapport à ce cas particulier que la Cour s'exprimait, et c'est un cas dans lequel on n'est plus. Et naturellement, le fait néanmoins que l'État et que les affaires étrangères singulièrement contribuent au budget de l'AEFE justifie que cette direction continue à être assurée dans ces conditions-là. Voilà peut-être pour les éléments liés à l'AEFE. S'agissant de l'aide publique au développement, très clairement, bon, le budget 2018, justement, permet de réamorcer
comment dire, une logique vertueuse et une logique d'augmentation. Maintenant, le ministre, comme il l'a dit, travaille à proposer une nouvelle trajectoire qui permette d'atteindre, passer de ces 0,38%, qui est la situation 2017, à 0,55% situation 2022. D'ores et déjà, on enclenche le cercle vertueux en 2018, plus 119 millions d'euros. Et tout cela va aussi être affiné au regard des travaux qui vont être conduits le 20 décembre lors du CNDSI, donc Comité national de la solidarité internationale, puis en février avec la réunion du CICID pour tirer pleinement parti des réflexions et des propositions que fera le ministre. Voilà, tels sont les éléments que je peux porter à votre connaissance. Voilà pour l'audition de Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui s'est exprimé hier à propos de son budget pour 2018 devant les sénateurs de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. L'occasion pour lui de parler de sujets très divers. Il a parlé aussi bien de la sécurité que de l'Europe, du tourisme que de l'aide au développement. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.